peut aussi les mettre en défaut par rapport à leur hiérarchie. Et donc, effectivement, on va tenter de ne pas en tenir compte ou attendre de quitter le travail pour se vider, comme dit Priscilla. Dernier aspect de cette dégradation des conditions de travail et d'emploi tient plus en fait aux relations entre les directions d'entreprise et les salariés. En tout cas, ce que racontent les salariés, c'est qu'il y a une forme de reprise en main décisionnelle des directions. Reprise en main décisionnelle des directions sur l'organisation du travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on me rapporte des changements dans l'organisation du travail qui sont effectués de manière unilatérale par l'employeur, qui arguent du caractère exceptionnel de la situation sanitaire pour les mettre en place. Deux exemples qui reviennent le plus souvent, c'est les changements de poste et les changements d'horaire. Alors les changements de poste, à nouveau je prends l'exemple de la grande distribution, on a des salariés qui vont être bougés en fait en fonction de l'affluence de clientèle. J'ai le cas de caissières qui sont parties dans les services drive, où on est quand même sur des métiers qui sont un petit peu différents, mais qui vont être bougés comme ça, de service en service, en fonction des besoins. J'ai le cas d'un employé qui travaille dans un service après-vente dans un grand hypermarché à Toulouse. Son service après-vente va être fermé et il va passer 3 semaines en caisse. Ensuite, on va le mettre 3 mois au drive. Alors c'est quelqu'un qui a 57 ans, qui a des soucis de santé, et qui me dit, voilà, en fait, tous ces changements de poste, ils ont quand même été faits au mépris, en fait, de mes soucis de santé, de mes problèmes de santé. Ça, c'est pour les changements de poste. Les changements d'horaire, alors, sont beaucoup plus fréquents, et pareil, je pense que ça traverse d'autres univers professionnels. On les retrouve dans la grande distribution, on les retrouve dans la logistique. Les directions, par exemple, pour adapter un effectif qui s'est considérablement réduit, vont changer les horaires de tout le monde pour réussir à couvrir les amplitudes horaires. Là, je vais parler d'une caissière qui s'appelle Amélie, qui a 51 ans, et qui me dit que depuis le début de la pandémie, par exemple, elle n'a plus du tout ses horaires en avance, il n'y a plus qu'une semaine d'avance quand on lui fait son emploi du temps, et elle me dit « Donc ça veut dire que nous, on ne peut pas vivre à côté. J'ai besoin d'aller chez le dentiste, eh bien je ne prends pas de rendez-vous parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir y aller. On ne peut rien faire de notre vie personnelle. On est tributaire de ces horaires. » Et elle me dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle me dit avant, c'est pas qu'avant on n'avait pas de problématique d'horaire. On sait que c'est des métiers où c'est du temps partiel, c'est des horaires extrêmement flexibles. Donc il y avait déjà des problématiques d'horaire avant et des problèmes d'arrangement entre le temps privé et le temps professionnel. Mais là, ce qui la dérange, c'est que avant, c'était possible de s'arranger. Elle me dit, c'était possible de discuter, c'était possible de dire « Ah non, là, je ne peux vraiment pas accepter ce changement horaire parce que j'ai un rendez-vous. » Et là, elle me dit « Maintenant, c'est plus si tu peux, c'est on te change tes horaires, point à la ligne, d'une certaine manière. » Donc, on a un changement de ton dans les relations entre les salariés et les directions qui est assez net. Des arrangements étaient possibles par le passé, on est désormais passé sur le registre de la contrainte. Peut-être dire qu'il y a la part de l'employeur là-dedans, mais aussi la part des politiques, en fait, et notamment des changements incessants dans les restrictions sanitaires. Je pense notamment au couvre-feu qui ont beaucoup fait changer les horaires des magasins et qui, de fait, ont fait aussi changer les horaires des gens qui travaillent dans les magasins de manière assez incessante. Et ça a un impact sur leur vie privée notamment. Donc on le voit, c'est pour toutes ces raisons que je parle d'accroissement de la domination dans le travail, parce qu'on est sur des fractions du salariat qui font l'objet d'une expérience de travail qui s'est extrêmement alourdie. Que ce soit par rapport aux émotions, que ce soit par rapport à l'intensification du travail, que ce soit par rapport à la reprise en main par l'employeur de l'organisation du travail. Je ne sais pas si je peux encore parler un peu pour dire des choses peut-être plus positives. En tout cas, pour ouvrir un peu la réflexion. Moi, quand j'entends tout ça, évidemment, ça me glace. C'est des choses qui sont très dures à vivre et du coup à entendre. Mais j'ai aussi vu dans les entretiens des choses intéressantes et notamment l'importance des relations avec les collègues et l'importance des collectifs de travail pour tenir le long de cette situation dont on a bien compris qu'elle s'était fortement dégradée pour les salariés. Donc je voudrais aussi peut-être dire que cette expérience de la crise sanitaire, elle peut être à l'origine de dynamiques collectives recomposées par la crise sanitaire.
cette expérience très contrainte et très contraignante de la crise sanitaire peut favoriser ou réactiver des formes de solidarité. Je base mon propos là-dessus, pour le coup, sur, à nouveau, ce que me racontent les salariés. Pour citer Amélie, que j'ai citée tout à l'heure, c'est une hôtesse de caisse, elle n'arrête pas de me dire, mais heureusement qu'on a un bon groupe de collègues, on se remonte toute le moral. Elle me dit, parce qu'on a pleuré ensemble en caisse, on a pleuré ensemble de la peur. Elle me dit, on se racontait aussi tout ce qu'on faisait à la maison pour éviter de contaminer ses proches. Alors elle me dit, moi je me foutais à poil sur ma terrasse de peur de contaminer ma famille. Et elle me dit, du coup, le lendemain, entre collègues, on se racontait un peu tout ce qu'on était obligé de faire, en fait, pour éviter de contaminer sa famille, ses proches. Et voilà, elle me dit, en fait, on en riait. Les discussions avec les collègues sont très souvent mentionnées dans les entretiens que j'ai faits parce que, en fait, ça permet d'extérioriser la peur. La peur, c'est quelque chose qui se vit de manière très individuelle. Et il faut qu'elle soit extériorisée. Et elle est extériorisée dans ces collectifs de travail parce qu'on se rend compte du coup qu'on n'est pas tout seul à vivre ce qu'on est en train de vivre. La peur du virus provoque des émotions qui sont partagées collectivement. On va s'échanger des pratiques aussi. Comment est-ce qu'on fait pour éviter d'attraper le virus? Quelles pratiques de désinfection adopter? On va s'échanger des ficelles, des astuces. L'humour joue une place centrale dans l'animation de ces collectifs. Comme je le disais, on va se raconter sur le mode de la blague toute la discipline à laquelle on se soumet pour éviter de ramener le virus à la maison. Il y a vraiment aussi le côté soutien mutuel qui apparaît. Là, je cite une autre hôtesse de caisse, Lydie, qui me dit « Si quelqu'un a craqué, parce qu'il y en a qui ont craqué, si quelqu'un a craqué, on était là pour le remonter, et vice-versa. » D'une façon générale, j'ai l'impression qu'il y a quand même des dynamiques collectives qui ne sont pas inintéressantes et que les salariés mentionnent pour dire un petit peu ce qui leur a permis de tenir dans ces situations extrêmement, extrêmement dures. Et je pense que ça laisse des traces dans les mondes du travail. À nouveau, je cite Sylvie, hôtesse de caisse, qui me dit « On est encore plus soudés » avec certaines filles qui étaient là. Elle dit « C'est vrai qu'on a passé des mauvais moments ensemble, on se soutenait et du coup, ça nous a aussi soudés. » Oui, c'est ça. Donc, en fait, il me semble que par endroits, cette expérience de la crise sanitaire, elle peut à nouveau faire dire « nous » aux salariés. Parce qu'ils partagent une expérience commune de la crise sanitaire, qu'ils formulent collectivement. Et on voit qu'il y a des nous, en fait, un nous qui apparaît. Alors, c'est un nous réactualisé par la crise sanitaire, c'est un nous qui est peut-être cantonné aux salariés qu'on a appelés les salariés essentiels, mais c'est quand même un nous qui se base beaucoup sur cette nouvelle cartographie là, du travail dont j'ai parlé au début, et notamment des salariés qui vont beaucoup se distinguer des télétravailleurs, des télétravailleuses, et qui me disent nous, on n'a pas eu droit au confinement, nous, on était là comme des cons à travailler, nous, et il y a ce nous qui apparaît quand même dans les entretiens, avec la conscience très nette qu'une partie de la population a dû continuer de travailler sur site, tandis que d'autres n'avaient pas cette obligation. La conscience, me semble-t-il, ou tout du moins la perception d'une inégalité sociale au fondement de cette nouvelle partition du travail. Et donc, l'idée que j'amène, c'est que oui, les mesures de restriction, elles ont renforcé les inégalités, elles ont renforcé les hiérarchies. Tout le monde ne vit pas la même expérience du confinement, mais en même temps, en modifiant cette expérience du confinement, elle a peut-être aussi relancé modestement une dynamique collective chez certains salariés qui disent nous. Nous, on a vécu ça, et ce qui caractérise notre expérience de la crise sanitaire, c'est ce qui nous unit. Est-ce que cette expérience commune de la crise sanitaire, ce qui se formule collectivement, alimente des colères, alimente des tensions? Est-ce qu'elle peut donner lieu à des mobilisations, à de l'action collective? En sociologie, on le sait, la perception d'une injustice et l'action collective, c'est deux choses différentes, c'est un processus. En tout cas, il y a quelque chose entre ces deux phénomènes. Donc je ne vais pas ici faire des incantations sur le potentiel mobilisateur de la pandémie parce qu'on sait qu'elle a beaucoup contraint l'action collective, qu'elle a éloigné les salariés les uns des autres dans certaines configurations, qu'elle a entravé le dialogue social, le travail syndical. Mais on peut quand même noter quelques phénomènes intéressants en termes de dynamique de relations professionnelles.
Je voudrais noter le rôle des organisations syndicales et notamment le rôle des délégués syndicaux, des représentants du personnel qui sont dans ces univers professionnels et que du coup j'ai interrogé, qui me disent qu'ils n'ont jamais été autant sollicités par les salariés à cette période-là, que les salariés sont venus à eux avec énormément de questions, énormément de sollicitations. Est-ce que l'employeur a le droit de faire ça? Est-ce que... Voilà, avec beaucoup de questions. Et il me semble que c'est quelque chose d'intéressant, hein, que les salariés se questionnent sur la légitimité de l'employeur à mettre en place telle ou telle chose. C'est un point de départ assez important. Et il me semble que ça dit aussi que l'arrivée de la pandémie sur les lieux de travail, elle ne se fait pas sans tension, elle ne se fait pas sans conflit, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui tiraille les salariés et qui donne un rôle peut-être rafraîchi, je ne sais pas comment le dire encore, hein, mais aux représentants syndicaux sur place qui, en tout cas, se voient affublés d'une nouvelle mission. J'ai l'impression aussi que la pandémie, elle peut faire émerger, et elle a fait émerger des thématiques qui ont pu susciter des mobilisations, et c'est des thématiques, j'ai envie de dire, spéciales Covid. Par exemple, la prime Covid. Alors la prime Covid, dans la plupart des cas que moi j'ai étudiés, elle a été décidée unilatéralement par l'employeur. En tout cas, la partie négociation, elle apparaît assez peu dans les témoignages que j'ai. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte aussi que dans certaines entreprises, la prime Covid, elle a donné lieu à des discussions très tendues avec les représentants du personnel, à des négociations, elle a donné lieu à des pétitions, elle a donné lieu à des courriers, et elle a donné lieu, dans un cas que j'ai étudié, à un arrêt de travail en plein confinement dans une entreprise de la répartition pharmaceutique qui ne souhaitait pas donner de prime Covid en arguant de la mauvaise santé économique de l'entreprise. Alors, ces salariés n'ont pas obtenu leur prime Covid quand même, mais ils se sont mobilisés en plein confinement, et donc dans un moment où on pouvait penser qu'il n'était pas propice à la mobilisation. Enfin, pour terminer, je pense qu'il y a aussi une petite légitimité, en tout cas, la pandémie peut donner une petite légitimité aux salariés dans leurs revendications salariales, parce que cette pandémie, elle a justement révélé l'énorme décalage qui existe entre la contribution sociale effective de certaines activités et la rétribution que les salariés en reçoivent. Et il me semble qu'avoir travaillé au péril de sa vie, ça peut fournir des nouveaux arguments dans les négociations de salaire, quand bien même celles-ci n'aboutissent pas au résultat attendu. Je pense ici à un article du Monde qui est paru de mémoire en novembre 2021, donc à la fin de l'année dernière, qui s'appelle « La revanche des bas salaires ». Et moi, ça m'a beaucoup interpellée. Je ne m'attendais pas à ça de la part du Monde, déjà pour commencer, parce que c'était vraiment en une. Et cet article fait une compilation de tous les mouvements sociaux qu'il y a, notamment dans la grande distribution. Et fait le lien avec la période Covid en fait, que ces salariés ont vécu en disant finalement ces salariés ils se sentent maintenant autorisés ou en droit de réclamer en quelque sorte une part du gâteau, d'autant plus que ces entreprises ont continué en fait leurs activités économiques au nom de l'utilité sociale des salariés par ailleurs, donc ont continué d'engranger des profits. Et donc se pose la question délicate et sensible de la répartition de la valeur ajoutée, la répartition du profit généré grâce, entre guillemets, au Covid. Et il y a des salariés dans certaines enseignes, dans certaines entreprises qui se mobilisent en fait pour obtenir une meilleure part de ce profit. J'en ai terminé en fait. Non, mais je pourrais continuer à parler aussi de plein de choses, et notamment de comment est-ce que cette catégorie de salariés essentiels, à mon sens, elle recoupe moins une réalité sociologique qu'une catégorie politique. Hein. C'est quelque chose qui a été imposé d'en haut, qui est venu d'en haut, cette question des salariés essentiels. Peut-être dire, dans le prolongement de ce que je disais, que cette question de l'utilité sociale, évidemment, elle est importante, mais elle ne doit pas masquer que dans beaucoup de cas, il y a une utilité sociale, les salariés, mais il y a aussi une utilité économique. Et l'utilité économique, c'est de continuer à travailler, de continuer à permettre que le profit se réalise. Et il est possible que cette utilité sociale ait aussi permis, en fait, que cette portée économique continue à exister. Donc, je pense que les discours sur l'utilité sociale, il faut y faire attention. Elle existe, mais elle masque aussi, notamment dans le cas de salariés du privé, ce fait que des entreprises ont quand même fait énormément de profits, alors peut-être pas sur le dos, mais en tout cas en utilisant le travail des salariés qui étaient mis en danger. Voilà.
J'en ai terminé. J'ai parlé longtemps, non? Non, Rine, comment ce qui transparaît dans ton propos et la collecte, le collectage des témoignages des salariés, notamment des salariés de la grande distribution, c'est une grande lucidité dans les propos pour tenir coûte que coûte. Si je peux me permettre, c'est une grande première fois aussi, je veux dire, de ce côté-là. Au niveau de ce confinement, que d'un coup, voilà, dans tout ce que tu emmènes, c'est une première fois qu'on nous entend, en tout cas, parler, en fait. On voit un peu le salariat, comment il était, en fait, qu'est-ce qu'il vivait. Et ça, c'est une première. On ne peut pas dire, en fait, que ce confinement a réveillé ça. En tout cas, elle n'a pas emmené de la façon dont tu l'emmènes. Et moi, je trouve que c'est très riche et d'une grande clarté, en fait. Tu vois, une grande clarté aussi de comment on l'a vécu, mais qu'est-ce qu'on était aussi, comment on a été considéré, et qu'est-ce qu'était ce monde, en fait, salarial, en fait. Voilà. Donc pour moi, je te remercie beaucoup. Je trouve que c'est vraiment important de préciser ça, parce que pour moi, c'est une première fois, en tout cas. Qu'on nous emmène, en tout cas, je ne sais pas si pour vous aussi, mais c'est une première fois qu'on nous emmène dans cette... qu'on nous emmène exister dans cette façon-là, dans ces termes-là, en fait. Qui étaient ces salariés qui étaient encore sur les sites, qui étaient ces salariés qui continuaient à travailler. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vivaient réellement, quelle était leur identité, qu'est-ce qui les emmenait aussi à accepter de travailler, tu vois. Et à l'encontre aussi de ce que d'autres vivaient, en fait, avec la réalité qu'on disait dans les médias, mais en fait, qui on était réellement et pourquoi on acceptait de travailler et pourquoi on continuait aussi à être dans des situations de plus en plus dramatiques.